Vous avez écouté les débats, vous avez Oui, écouté tout. celui d'hier. Oui, oui, j'ai essayé tout du moins. Vous avez Euh, tenu jusqu'au bout? non, pas tenu jusqu'au bout. Quand les gens crient, je m'endors. Enfin, c'est une réaction bizarre, mais c'est comme ça. Mais non, mais malaise, parce que la deuxième France, là, dont vous parlez, c'est-à-dire la France qui est périphérique, quoi, qui hésite entre Marine Le Pen et rien, je me suis rendu compte que je la comprenais pas, que je la voyais pas, que j'avais perdu le contact. Et ça, quand on veut écrire des romans, je trouve que c'est une faute professionnelle assez lourde, quoi. Et pourquoi vous avez perdu le contact avec cette France-là? Parce que je la vois plus, je fais partie de l'élite mondialisée maintenant, typiquement. Bah oui, j'exporte même en Allemagne, enfin, c'est dingue, quoi. Mais pardon, Michel Houellebecq, Et pourtant, je viens de cette France. vous faites Mais- vos courses, vous Non, mais promenez dans la elle rue. habite pas dans le même quartier que moi, elle habite pas à Paris, déjà. À Paris, Le Pen n'existe pas. Elle habite dans des zones périphériques décrites par Christophe Guilly, des zones mal connues. Alors, tantôt, on a un aperçu vague. Je me souviens d'un documentaire, il y a quelques mois, que j'avais vu sur les artisans et les petits patrons qui se suicident, de leur démêler avec le RSI. C'est une violence terrifiante, politiquement. Mais le fait est que j'ai perdu le contact. Et est-ce que vous comprenez ce malaise dont on a parlé pendant 2 heures dans cette émission, ce malaise de cette France périphérique-là, cette violence, cette colère? Non, je la comprends pas suffisamment. Je veux dire, je pourrais pas écrire un livre là-dessus, quoi. Et c'est ça qui me gêne. C'est pour ça que je suis mal à l'aise. Mm. Mais la vision que vous avez du pouvoir politique, de la marche du monde, fait que vous pourriez ressentir la même amertume, le même rejet que cette France périphérique, ou ce sentiment-là, vous ne le comprenez pas. Non, mais je suis pas dans la même situation. Moi, je crois pas au vote idéologique. Je crois au vote de classe, en fait. C'est bien que le mot est démodé, mais il y a une classe qui vote Le Pen, il y a une classe qui vote Mélenchon, il y a une classe qui vote Macron, il y a une classe qui vote Fillon. C'est facilement identifiable, on le voit tout de suite. Et que je le veuille ou non, je fais partie de la France qui vote Macron. Parce que je suis trop riche pour voter Le Pen ou Mélenchon, et parce que je ne suis pas un héritier, donc je ne suis pas la classe qui vote Fillon. Mais vous qui racontez comme personne dans vos livres le vide de l'Occident, la fin du sacré, la mort de l'homme blanc, on a beaucoup parlé avec l'élection de Trump de la revanche de l'homme blanc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un peu la même chose qui s'est passée ici? Non, je pense que c'est plus une question religieuse que politique. Je ne pense pas que la politique changera grand-chose à ça. Ce qui est apparu et qui est très surprenant, alors ça c'est vraiment un phénomène imprévu, c'est un véritable parti confessionnel en fait, précisément catholique. Enfin, dans tout ce que j'ai suivi, je vous dis j'ai tout suivi, Jean-Frédéric Poisson était quand même le plus étonnant. Qu'est-ce qui vous a étonné, Julien? Une espèce d'impavidité et une défense de valeurs catholiques, ce qui est inhabituel pour un parti politique, quoi. De se positionner aussi clairement sur un plan religieux. C'est quelque chose qui vous a touché, ces mots, sa défense du catholicisme, des racines catholiques? Ça m'a interloqué, surtout parce que moi je pensais le catholicisme mourant. Finalement, il ne l'est pas? Apparemment pas. Alors c'est plein de surprises, hein, cette campagne, vraiment. Quand on vous a demandé votre